on va vous présenter donc à deux voix ce webinaire consacré donc au risque professionnel et à un de ses outils principaux, le document unique d'évaluation des risques professionnels, DURP. Simplement vous respécifier aussi qui est là, donc l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui est donc une agence sur l'ensemble de la région, qui œuvre à la fois à l'accompagnement des opérateurs et des institutions publiques sur toutes les questions culturelles, spectacle vivant, enfin toute filière, mais particulièrement spectacle vivant, mais aussi toute filière, avec également un pôle observation et ressources qui, comme vous pouvez le voir sur le site internet de l'agence, propose tout un ensemble d'études, d'enquêtes, de cartographie. Donc voilà, nous sommes 17 salariés sur 3 sites, Bordeaux, Bordeaux-Bègles, Limoges et Poitiers. Et donc parmi ces missions, on propose des séries de rencontres professionnelles sur des thématiques dédiées et notamment des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Merci. Peut-être que je peux rappeler un petit peu le cadre de ce webinaire. Avant ça, je voulais aussi remercier notre collègue Agnès Chrétien qui est un peu en coulisses de ce webinaire et qui vous répond sur le chat et qui prendra vos questions à la fin donc de ce webinaire par le chat. Donc, pour le cadre de ce webinaire, en fait, il s'inscrit dans un chantier plus large pour l'agence, qui est la question de la santé au travail. C'est un sujet qui a émané du COREPS. Le COREPS, c'est le comité régional des professions du spectacle qui est animé par l'agence, et en l'occurrence par Sylvain. Comité qui traite des questions d'emploi, de formation et donc des conditions de travail. De ces questions-là, on en a fait 2 journées professionnelles. Une première qui a eu lieu il y a 2 ans à Biarritz dans le cadre du Temps d'aimer la danse organisé par le Malandin Ballet Biarritz, et une deuxième l'année dernière à Boulazac à l'Agora Pôle National du Cirque. Donc 2 journées professionnelles sur 2 journées sur les risques professionnels dans le spectacle vivant. À ce moment-là, on a aussi travaillé sur un dossier sur les risques psychosociaux. Donc c'est vraiment une thématique de travail pour l'agence. Et pendant ces journées-là, la première avait donc plus une teinte danse et la deuxième plutôt cirque, est revenue plusieurs fois la question du DERP, donc ce document unique dont c'est le sujet aujourd'hui, avec vraiment cette idée de partir du risque de certaines conditions de travail. Et donc le DERP comme outil pour prévenir ces risques, mais au-delà de ça, en parlant, en discutant autour, de se dire que c'était aussi une démarche en fait, d'où la volonté de faire ce webinaire. Donc, comme le disait Sylvain tout à l'heure, on va avoir une première partie avec des éléments, des outils pour appréhender un petit peu ce document unique, ainsi que des témoignages. Et dans une deuxième partie, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Voilà, peut-être que on peut, Je Sylvain, présente les présenter nos intervenants. intervenants. Ouais. Bien sûr, avec plaisir. Merci Marie-Lise. Donc sur scène, nous retrouvons présentement, et on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, Nathalie Rodan. Donc Nathalie, tu es directrice de AGEC Co, donc AGEC Groupement d'employeurs culture, et qui est en fait qui regroupe également Co et Confer, donc un organisme de formation et un organisme qui réfléchit aux questions d'emploi, de conditions de travail. Nous avons également invité, donc on a tenu à avoir le témoignage d'une compagnie, et une compagnie qui va commencer à réfléchir à cette question des risques professionnels. Donc c'est la compagnie Révolution, avec Christelle Joanneau, donc qui est gestionnaire administrative de cette compagnie, et Yann Bolzer, donc secrétaire général de la compagnie, que vous pourrez nous présenter et témoigner voilà, de vos interrogations par rapport à ces questions-là. Et donc devrait nous rejoindre, je ne le vois pas encore dans la liste des participants, il n'est pas encore là, Yann Hiller. Yann Hiller, il est responsable des projets à Thalys Santé,
et médecin conseil. Donc Thalys Santé, qui est l'organisme qui œuvre à la question de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels sur le secteur culturel à l'échelon national. Donc principalement, par exemple, sur le suivi des visites médicales pour les intermittents. Voilà, c'est Thalys Santé qui œuvre à la coordination de ce suivi-là. Donc Yann qui devait intervenir en début de webinaire, mais qui va arriver, qu'on fera intervenir un peu plus tard. Et du coup, ce qu'on se proposait, et Nathalie, merci pour ta proposition, c'est que Yann n'étant pas là, Nathalie, on te laisse peut-être la parole pour faire un petit chapeau en tout cas sur le sujet du DERP. Et voilà, en te remerciant. Oui, alors bon, Yann avait, je crois, prévu un support. Donc moi, j'ai pas forcément, je vais pas forcément suivre ce support évidemment, puisqu'il le rattrapera quand il arrivera. Mais peut-être vous faire un petit chapeau introducteur. C'était l'idée de dire ce qu'était un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et dans l'intitulé, dans l'acronyme, on est bien sur une question de risque. Alors qui peut parfois engendrer des accidents, et cet accident, il est en préambule, il est souvent le résultat d'un ensemble de circonstances, d'une situation en fait de travail, et donc il survient pas non plus par hasard. Il est souvent avec différents facteurs, et c'est l'ensemble de ces circonstances et qui aboutit à une série d'incidents qui vont faire naître un accident. Donc en fait, ce document, finalement, vous l'avez dit, c'est à la fois un document qui est important dans une démarche de prévention des risques, mais c'est comme une épine dorsale. Il est à la fois un travail continu, et ça, on va venir l'expliciter pendant le webinaire, pendant ce temps, mais il est aussi une finalité parce que il a le terme de document. Mais c'est bien, il s'agit bien Yann Hiller qui l'anime, et il y a de nombreux outils qui sont proposés par Thalys Santé. Et nous, à l'endroit du groupement d'employeurs, j'expliquerai un petit peu plus en aval ensuite ce qu'on a pu faire, mais il s'agit bien d'une démarche de prévention de risque qui doit éviter la survenue de ces accidents de travail, d'apparition de maladies professionnelles. Et donc cette prévention, elle va passer par un temps de réflexion, d'évaluation, de maîtrise, voire de maîtrise si l'on peut, de prise de conscience de ces risques. Donc après, ça passera par ce qu'on appelle classiquement, quand on est dans une première étape, dans une démarche, dans une première étape déjà de prise en compte de ces risques, et ensuite de prise de conscience de ces risques, elle peut passer par soit, alors dans le spectacle vivant, on connaît bien ça, des mesures compensatoires, si je reprends un terme technique de plateau, mais il s'agit, ou alors par aussi des questions de formation et de respect de la réglementation. Après, on verra au cours du webinaire aussi la question des périmètres de responsabilité. Donc, cette démarche de prévention des risques, elle permet de se pencher sur la question de comment collectivement, de tenter que ça soit collectif. Peut-être que là, dans ce webinaire, partie beaucoup de personnes qui ont long sur leur to-do list et qui sont responsables administratifs et financiers de leur structure, directeurs techniques. Mais il s'agit bien quand même à notre endroit, en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de tenter, d'une démarche collective d'amélioration des conditions de travail. Parce que les risques, ça peut comprendre les risques qu'il peut y avoir dans un bureau, sur un plateau, sur la route, et d'essayer de tenter de travailler sur la question du confort, du bien travailler ensemble, et qui va participer aussi au fait de renouer avec un sens et une présence active dans le travail. Une amélioration aussi sur les questions, ça peut toucher ces questions-là, de charge de travail et donc de rythme de travail.
voilà, pour un chapeau introductif, pardon, de ce document unique d'évaluation des risques professionnels. Après, je sais pas si Yann est arrivé, parce qu'après il y a une partie que je crois il voulait aborder sur la question plus réglementaire de Effectivement. comment ça s'inscrit dans le code du travail, Mm. puisque, pour rappel, c'est bien une obligation de l'employeur à partir du moment où il salarie un salarié, qu'il soit un salarié permanent ou un salarié sur le régime de l'intermittence, voilà. Et on pourrait même étendre à l'ensemble aussi des personnes qui sont engagées en tant que prestataires, même s'il y a un report après d'assurance et autres. Mais il s'agit d'assurer les conditions de travail et le fait de prendre en compte l'ensemble des risques qu'il peut encourir dans une situation de travail, quelle qu'elle soit. Et donc ça, le rappel réglementaire, il est bien la principale source sur la question de santé et sécurité au travail. Elle est liée au code du travail. Voilà, pour ce chapeau. Mm, mm. Si vous voulez qu'on continue sur ces Et questions-là. avec des conséquences qui peuvent se révéler importantes en cas de manquement. En cas de manquement, mais on aura l'occasion de le rappeler, je pense, avec Yann, effectivement. Et plutôt que c'est également de vous proposer un webinaire, on va dire descendant, l'idée c'était aussi de vous partager en fait justement l'expérience en fait d'une compagnie concrètement. Et donc on a invité la compagnie Révolution, Yann Bolzer et Christelle Joanneau. On vous remercie tous les deux encore une fois. Et l'idée c'était, après peut-être une petite présentation de la compagnie Révolution, justement de témoigner en fait de vous, comment cette question des risques professionnels est arrivée dans vos réflexions. Qu'est-ce que ça vous a évoqué en fait, et comment vous avez quelles questions ça fait émerger, et puis qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place pour répondre à cette obligation des DURP, et plus largement cette question des conditions de travail et de la sécurité au travail. Je vous laisse faire l'intervention à deux voix. Je sais pas si Yann, si tu veux oui, présenter la compagnie. Et je pense Oui, alors, oui, Révolution, qu'est-ce que c'est? C'est une très très vieille compagnie, très très vieille, qui a 30 ans. On a fêté les 30 ans l'année dernière, donc compagnie de danse hip-hop dirigée par Anthony Egea, donc qui est le chorégraphe. On a la particularité d'avoir un lieu au Chartron qui s'appelle le Performance, donc un lieu qui est un lieu à la fois qui a été un lieu de formation professionnelle pour les danseurs, aujourd'hui qui est plutôt, on va dire, une école de danse, un peu tout type de danse. Et aujourd'hui, la compagnie Révolution, ce sont à peu près 5-6 spectacles qui tournent un peu partout en Gironde et ailleurs, avec des formes hors les murs, notamment des spectacles comme Hypercute, comme le GIC, et des plus grandes formes qui sont pour le coup plutôt sur des grands plateaux comme les Forains, Explosion. Voilà, donc on touche un petit peu tous les réseaux de diffusion. Et on a une équipe qui est constituée donc de moi-même, en l'occurrence secrétaire général, de Christelle effectivement pour le social, d'une administratrice à deux. Alors et justement c'est intéressant parce que Nathalie est là. On passe par l'AGEC pour salariés, donc 2 employés, en l'occurrence Christelle donc pour le social, une personne qui est en charge de la production à 3 jours et demi par semaine, en plus de la compta, et une administratrice à 2 jours par semaine. Et donc justement, en parlant du DURP, c'était aussi nos interrogations sur ce travail partagé et de l'implication aussi des salariés dans ce DU. Enfin voilà, ça c'était un petit aparté, mais en tout cas c'est intéressant. C'est un sujet, je trouve intéressant, parce que pour les compagnies c'est un vrai sujet, l'emploi partagé. Voilà pour Révolution, et je te laisse peut-être Christelle parler un petit peu de comment on a commencé à travailler dessus. Ouais, donc voilà, en fait, moi je suis Christelle Joanneau et j'interviens avec la compagnie Révolution, et en parallèle, je suis aussi mis à disposition de 9 compagnies dans le spectacle vivant. Et en fait, moi je pense que j'entends parler du document unique depuis à peu près sa création et depuis que je travaille, donc depuis 2001 à peu près. Enfin, il me semble que le premier décret, si je ne me trompe pas, il date de 2001. Et effectivement, je sens par rapport à mes contacts avec les compagnies souvent comme une charge administrative, comme une obligation supplémentaire, donc quelque chose d'assez lourd à gérer. Et moi, par rapport à ma position par rapport à Révolution et par rapport à l'AGEC, je suis aussi représentante CSE, et dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec l'AGEC sur un groupe de travail sur le sujet du document unique, et ça aboutit à une réunion de
de travail. On a présenté voilà des outils pour les adhérents sur le document unique, y compris alors au départ on a quand même abouti à un modèle que j'ai voulu dupliquer, sur lequel on a travaillé avec Yann et une autre compagnie qui est aussi le collectif Osso sur Bordeaux. Donc là, par rapport justement au bureau, en fait, on a essayé de travailler sur les risques, mais là où on a des fois des difficultés, comme avec Yann, c'est sur le fait de pouvoir étendre ce document par rapport au lieu de représentation, en fait. Donc on travaille, on essaye, mais c'est vrai qu'on est quand même, on a quand même des obstacles, on a quand même des difficultés par rapport à l'élaboration du document unique. Et du coup, on se pose aussi beaucoup, enfin, la question que l'on se pose avec Christelle, c'est la question de la forme de ce document, c'est-à-dire vraiment, il y a la question du fond dont on a parlé sur les risques, mais du coup, ce document, et ça, c'est une vraie question, parce que dans plusieurs structures que j'ai pu traverser, ce document, il pouvait être énorme, avoir un document Excel sur 600 lignes, etc. Et là, Révolution, on n'en est pas du tout encore là. Et vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un document un peu qui serait un exemple de document unique, en particulier pour le spectacle vivant ou pas? C'est une question qu'on s'est posée, laquelle on n'a pas trouvé forcément de réponse, et de se dire aussi se poser aussi un petit peu la question de savoir à quel moment on est dans les clous, dans le sens de la loi, vraiment de se dire, est-ce que un document unique qui fait une page, où on a listé 2-3 petites choses, est-ce que ça montre qu'on s'est vraiment penché sur la question ou pas, et vraiment de la forme de ce document. Et ça, là-dessus, peut-être qu'on va en parler, j'imagine, là, pendant ce temps-là, mais nous, c'était une vraie question. Et puis aussi de la question de la personne un petit peu qui est référente pour ce document unique. On a parlé tout à l'heure Nathalie parlait des administrateurs, effectivement, des directeurs techniques. Nous, on a décidé que j'en serais un peu le responsable, mais ça aurait pu effectivement très bien être aussi l'administratrice ou notre directeur technique qui est intermittent, pourquoi pas aussi. Mais voilà, ça posait aussi la question vraiment de la personne vraiment référente de ce document, et aussi dans le travail, comme disait aussi Nathalie, d'entretien de ce document qui doit effectivement qu'on doit travailler, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas ne serait-ce que tous les ans. Voilà, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas forcément, et peut-être qu'on va y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas super clair pour nous. Même si on a la chance d'être quand même une compagnie qui est staffée, notamment au niveau de l'administratif et du social, donc on a cette chance-là, ce qui est peut-être pas la chance de toutes les compagnies et de toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui, mais voilà, c'est encore, on est un peu le vilain petit canard. Enfin, on fait pas le vilain petit canard aujourd'hui, mais on n'est pas complètement encore au clair, et on se pose encore beaucoup de questions, parce qu'on a un document unique là mais je trouve qui est la base, et comme le dit Christelle, qui est surtout appliqué, on va dire, aux permanents de la structure, et pas vraiment aux intermittents et donc aux artistes techniciens. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je rappelle, puisque la question est posée dans le chat, que effectivement on a choisi d'avoir un témoignage avec une compagnie donc de spectacle vivant, mais que toutes les questions qui vont être posées là concernent finalement tout type d'entreprise à la base, et notamment tout type de structure et d'entreprise culturelle, parce que oui, il y a des spécificités spectacle vivant, comme il y a des spécificités dans chaque type de filière, mais qui peuvent s'appliquer à tous les endroits. Peut-être avant de passer la parole à Yann Hiller, j'ai envie de me tourner vers Nathalie. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur les questionnements là spécifiques transmises par la compagnie Révolution, ce que toi ça t'évoque en fait par rapport à ces questionnements là, notamment peut-être sur la question de la démarche, aussi sur cette dimension un petit peu comment dire, on sait pas par quel bout prendre la chose. Et peut-être, pardon, si je peux me permettre de compléter, comme là vous avez pas mal parlé d'emploi partagé, que vous passiez par la GEC, peut-être ça peut être bien de redire en 2 mots ce que c'est la GEC, parce que je sais pas si tout le monde du coup fait le lien sur cette mission que vous avez. Voilà. Okay. Je vais peut-être commencer par ça, et puis après effectivement commencer à répondre, et je pense que Yann qui est arrivé
va compléter aussi. Donc effectivement, l'AGEC, c'est un groupement d'employeurs qui est sur le secteur culturel, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Un groupement d'employeurs, c'est un outil en fait qui est une association à but non lucratif et qui a comme but de venir organiser un partage d'emplois, de compétences. C'est-à-dire que, comme l'a précisé Christelle, Christelle qui est arrivée déjà depuis plusieurs années, et partager, c'est-à-dire qu'elle partage son temps, ses compétences, son savoir-faire entre 9 compagnies sur des missions qu'on définit ensemble. Donc, c'est-à-dire c'est 9 situations de travail. Et au sein du groupement, on a une moitié de personnes qui sont sur ces fonctions que l'on dit d'appui, des fonctions support, donc qui interviennent dans tout domaine de la culture, pas seulement le spectacle vivant. Hein. Le spectacle vivant et les musiques, c'est la moitié des adhérents, mais l'autre moitié sont aussi sur les cinémas, l'art visuel, différentes structures, et aussi des acteurs qui sont hors culture de l'économie sociale et solidaire. Et sur l'autre moitié des salariés, pour donner une illustration, on travaille aussi sur les questions de médiation dans les cinémas, médiation patrimoniale et médiation dans le spectacle vivant, mais aussi des postes de coordination, de développement. Voilà. Donc, c'est un groupement d'employeurs qui existe depuis une quinzaine d'années. Et l'idée, c'est pas de bord. Alors nous, on est basé à Bègles, près de Bordeaux. C'est pas de se dire voilà, on a un pool d'experts. C'est pas du tout l'esprit d'un groupement d'employeurs. Et puis on le déploie sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Non, on va essayer de construire des emplois. Un emploi à Égletons avec des cinémas, c'est en Corrèze, qui sont autour de cette ville, et une personne qui s'installe ou qui est déjà installée à Égletons, à La Bouère, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, voilà. Et on vient de fait par cette organisation nous accompagner les adhérents. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils ne peuvent bénéficier de cette mise à disposition que s'ils sont adhérents à l'association au groupement d'employeurs. Et donc, on a ces adhérents co-employeurs, qu'ils se connaissent ou qu'ils ne se connaissent pas, vont venir partager cette personne qui est en médiation à Égletons sur 4 cinémas. Voilà. Donc nous, au niveau du groupement d'employeurs, on a aussi une mission finalement d'accompagnement sur les questions d'organisation du travail et de réflexion sur cette question du travail. Donc de façon un peu en prolongement, on vient finalement dans un secteur où il y a beaucoup de petits employeurs, enfin comme dans le secteur aussi, dans d'autres secteurs, on a affaire à beaucoup de très petites entreprises, voire des petites et moyennes entreprises, donc qui sont peu dotées de fonctions sur les questions des richesses humaines, c'est comme ça le vocable nous l'on choisit, et donc on va venir accompagner sur ces enjeux de RH, et notamment, puisque c'est central aussi dans cette démarche, la question de la prévention des risques et d'aide du ERP. Donc voilà, on en parlera un petit peu plus après. Voilà, pour cette introduction un peu longue sur le groupement d'employeurs. Et pour répondre à la question, et puis on va continuer, que se posait Yann sur la forme, dans le chapeau que j'ai essayé, introducteur, que j'ai essayé de faire, on disait bien que c'était une démarche. Donc en fait, même si on a un document qui fait penser à quelque chose de final, et puis voilà, c'est coché, et puis on n'en parle plus, et on le met dans le cloud quelque part, et on se dit que s'il y a quelqu'un qui vient nous le demander, on le ressort. L'idée que on soit bien sur une démarche, c'est que la forme, elle peut être très simple au départ. Il faut que ça puisse naître d'une discussion, et qu'on peut même avoir une forme très qui soit pas un tableau Excel de 600 lignes, comme tu le disais, Yann, au point de départ. Si on se dit qu'on est dans une démarche de collective et de discussion, on peut avoir une forme qui ne soit pas nécessairement un tableur. Voilà, donc on va pas figer forcément ces formes-là. Évidemment, après, savoir quand est-ce que c'est fini, ça voudrait dire qu'on a pu évaluer tous les risques qui ont pu être évités. Donc là, la démarche, vous voyez, elle est un peu continue et permanente, pour pas dire sans fin, mais voilà. Donc il vaut mieux être se dire que c'est une démarche d'évaluation permanente. Après, si accident il y a, on va venir, je crois, étudier la question de savoir est-ce que cette démarche-là a existé, de réflexion sur la question du risque.
s'il y a eu accident. C'est bien ça, c'est-à-dire est-ce qu'on a eu cette réflexion-là pour se dire qu'on a pu essayer de mettre en place des mesures pour éviter ça. Après, il y a, comme je l'ai dit au tout départ, c'est un ensemble de circonstances qui peuvent amener à un accident, un ensemble de paramètres. Et il y aura certains paramètres qui auront pu être étudiés, certains pu être corrigés, et parfois d'autres pas. Mais voilà, c'est aussi ça. Mais peut-être que Yann peut compléter aussi pour nous rattraper. Merci, merci Nathalie. Effectivement, on accueille donc maintenant Yann Hiller, donc responsable des projets à Thalys Santé. Donc Yann, on a commencé dans cette première partie en fait à poser un peu les différentes questions autour des risques professionnels, des éventuels accidents et donc de ce qui peut être mis en place pour éviter ces problématiques-là. Donc Yann et Christelle ont partagé également leurs difficultés, peut-être aussi en tout cas leurs interrogations à mettre en place un peu cet outil. Toi, de ton endroit, est-ce que tu pourrais peut-être déjà dans un premier temps nous faire un petit rappel un peu factuel, obligation légale, un DURP c'est quoi et comment ça s'inscrit et voilà comment les entreprises peuvent s'en saisir. Merci Sylvain, je vous prie tout d'abord de m'excuser 1000 fois pour ce retard. Je supporte. Alors, et aux organisateurs, hein, Sylvain et Marie-Lise, et puis à mes co-animateurs, et puis à toutes les personnes qui sont là. Donc j'ai écouté, c'était très intéressant ce que disaient Yann et Nathalie, notamment sur la question des questions qu'ils se posaient. Donc DURP, en quelques mots, je vais essayer d'être rapide. Document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est quelque chose qui est assez récent, hein, qui date que de 1991. On a cette obligation-là donc maintenant depuis presque 30 ans. Et en tout cas, sous cette forme-là, c'est une obligation qui date depuis le 18 avril 2002, pour être tout à fait exact. Et toutes les entreprises, dès le premier salarié, qu'il soit en CDI, en CDD ou en CDDU, doit réaliser son document unique. Pourquoi est-ce qu'on doit réaliser un document unique? Je n'en citerai qu'un et le plus important article du Code du travail, c'est l'article 4121-1 qui oblige l'employeur d'apprendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés qui l'emploient. Et c'est pour répondre à cette obligation-là qu'il y a un moyen qui est le document unique, en tout cas à minima pour évaluer, puis après on en discutera bien entendu, pour mettre en place les actions afin de prévenir toute arrivée d'accident. Il faut bien avoir en tête qu'on parle d'obligation de résultats en matière de sécurité et pas d'obligation de moyens, deux choses qui sont deux notions importantes. C'est pas parce que vous avez mis en place les choses que l'employeur, et je parle toujours de l'employeur, hein, quelle que soit la personne qui s'occupe du document unique, c'est bien systématiquement l'employeur qui est responsable de ça, sera évalué sur les résultats obtenus. S'il y a un accident, même s'il a mis les moyens ou des moyens, il ne sera pas pour autant exempté de répondre de ses responsabilités. En 3-4 mots sur l'aspect bâton, parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, et puis c'est pas du tout dans la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui et encore moins chez Thalys Santé. Qu'est-ce que risque un employeur s'il n'a pas de document unique? C'est une amende de 2500 €, c'est 3000 € en cas de récidive, si l'inspecteur du travail ou la CARSAT venait vérifier sa présence. Il y a une responsabilité pénale de l'employeur qui peut être engagée s'il y a la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Hein, on est sur les deux plans, hein, accident du travail et maladie professionnelle. Si un salarié est exposé à des poussières de bois pendant des années, que ça n'a pas été évalué, pas traité correctement, et qu'il y a un cancer des poumons qui se déclenche
l'employeur peut être tenu comme responsable, bien entendu. Et l'absence de document unique ou la non mise à jour du document unique peut être retenue comme une preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Faute inexcusable de l'employeur, d'un point de vue juridique, c'est la reconnaissance que l'employeur n'a pas fait ses obligations, et le risque pour l'entreprise et pour la personne, c'est la responsabilité pénale de l'entreprise, mais aussi de l'individu, c'est que tous les systèmes aujourd'hui qui sont dits solidaires, donc vous savez, sur les petites feuilles de paie, il y a quelque chose qui s'appelle la branche ATMP, Accident du travail, maladie professionnelle. Donc c'est la société dans son ensemble qui finance une caisse de ce risque, des risques professionnels. Et c'est que l'employeur se retrouve sans cette solidarité, et que ce soit à l'entreprise de payer le maintien des salaires s'il y a un arrêt de travail, voire des rentes si la personne est handicapée, voire des rentes pour les ayants droit si la personne est décédée. Donc on peut couler des boîtes si la faute inexcusable est retenue contre l'employeur. Est-ce que ça vous va comme premier cadrage, Sylvain? Oui, je crois que c'est pas mal. Ça pose un peu le niveau potentiel des enjeux, et bien sûr en cas de... Merci. Mm. Merci Yann, oui, pour ces rappels. Peut-être pour continuer un petit peu aussi sur les questions que ce document se pose, je vais me tourner de nouveau vers vous, Yann et Christelle de la compagnie Révolution. Peut-être pour parler un petit peu plus de votre cas spécifique, et j'entends par là dans le spectacle vivant, quelle différence peut-être, quelles difficultés ça peut poser, qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger. Tout à l'heure, Yann, tu parlais déjà de la différence entre le bureau et le plateau, comment évaluer les risques qu'on prend en compte. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe vous dans votre compagnie avec les danseurs. À quel point est-ce qu'ils sont impliqués dans ce genre de démarche, la question peut-être des contrats courts, de plusieurs. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que ça vous évoque dans votre situation. Je commence, Christelle, ouais. Oui. Ouais, yes. Non, effectivement, c'est la grosse question que l'on se pose, c'est vraiment alors à Révolution, comme je l'ai dit, donc on a une équipe permanente et on embauche du coup, je crois que je dis pas de bêtises, Christelle, on fait à peu près 300 contrats de travail intermittents, et c'est vrai que du coup on a évidemment un lien distant avec à la fois des artistes qui habitent un peu. Alors on a la spécificité d'avoir des artistes danseurs qui habitent un peu aux quatre coins de la France. Et des techniciens qui, eux aussi, ne sont pas forcément présents sur Bordeaux. Et c'est vrai que ça nous pose vraiment la question de l'implication un petit peu de ces salariés dans ces questions du risque. Pour nous, de se dire comment on peut les sensibiliser, évoquer ce qui pour eux est peut-être un sujet qui est complètement très très loin de leur préoccupation, et avec des personnes que l'on ne croise parfois que quelques jours par an. Donc voilà, c'est vraiment cette question des artistes avec lesquels on n'a pas forcément ce lien et ces discussions qu'on peut avoir au bureau, on va dire, avec les permanents de Révolution. Ça, c'est un vrai problème, un vrai sujet. Et après, avec tout ce que ça veut dire derrière aussi on parlait aussi tout à l'heure des risques psychosociaux, et voilà aussi comment éventuellement voir que on a des gens que l'on emploie qui peuvent être en difficulté, et du coup que l'on voit assez peu, et se dire comment on peut déceler, voire en parler. Ça, c'est vraiment un sujet qui me pose question, au lieu de, et au-delà de tous les risques dont on parle aussi, du risque routier en particulier pour les compagnies, je pense que c'est un vrai sujet aussi. C'est vraiment ces risques psychosociaux qui, je sais, doivent être aussi inscrits dans ce document unique. Me pose question en tout cas en tant qu'employeur, ouais, sur. Voilà. Je ne sais pas si Christelle, tu veux compléter aussi. Oui, en fait, le problème que je rencontre dans la Révolution, vu que je travaille sur 9 compagnies différentes, on a exactement le même problème, en fait. On a vraiment un problème d'implication, de temps qu'il faudrait consacrer à l'évaluation des risques, à la hiérarchisation et à trouver des solutions. Et je ne sais pas si c'est simplement effectivement un manque de temps, ou si c'est une vraie volonté, comme dit Yann, c'est un milieu de leur quotidien.
Donc c'est difficile de les mobiliser sur la question en tout cas. Merci. Évidemment, dans le spectacle vivant, les risques sont. Alors, peut-être que Yann Hillard en parlera évidemment mieux que moi, mais en tout cas, dans le spectacle vivant, il y a des spécificités quand même qui sont liées à notre secteur et qui évidemment nous posent aussi question dans la rédaction de ce document unique et aussi d'essayer. On essaie évidemment, en tant qu'affaire à Révolution, d'être dans les clous à tous les endroits, mais effectivement sur des journées aussi à rallonge, sur des montages, démontages. Commencer à 9h, finir, rentrer à 1h du matin en prenant la voiture, etc., etc. Enfin, je vais pas vous dire tout ce qu'on ne fait qui ne serait pas dans les clous, mais en tout cas, on essaie de limiter ce risque-là, mais de toute façon, il existe dans le spectacle vivant, au-delà du fait que l'on joue aussi dans des endroits qui ne sont pas dédiés au spectacle vivant. Alors, on joue dans sur des plateaux, avec des grandes formes, où on espère que tout est, quand on joue, l'autre jour, la semaine dernière, on a une crotte de pigeon qui est tombée sur une des danseuses et heureusement que c'est pas un projecteur qui lui est tombé sur la tête quand on a joué, je dirais pas où, mais en tout cas voilà, on a en plein spectacle. Donc mais après on joue aussi dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle vivant et avec aussi tous les risques que ça peut comporter d'un point de vue justement de sécurité au plateau, je parle même pas des entrées, des unités de passage, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est dans les clous quand on joue? Est-ce que c'est notre responsabilité? Voilà, c'est aussi des questions que l'on se pose quand on joue dans des endroits non dédiés, par exemple. Voilà, je peux citer plein de risques auxquels on pense, mais en tout cas, il y a vraiment ces risques, qui nous posent question. Ouais. Merci. Yann, je te laisse peut-être réagir d'abord, puis Nathalie, je te redonnerai la parole à ton tour. Avec plaisir. En vous écoutant, je pense qu'il faut pas non plus se mettre bien en tête que le document unique de toute façon, n'est pas l'alpha et l'oméga de la prévention des risques et c'est pas parce qu'on a un super document unique qu'on n'aura plus de risques. C'est pas non plus l'objet. Le plus important, et j'écoutais Nathalie tout à l'heure qui parlait de la démarche, et c'est bien là où elle a tout à fait raison, c'est que le plus important, c'est pas forcément le document, mais toute la démarche et tout le chemin qui a été parcouru par l'équipe, que ce soit l'employeur, les salariés, les personnes qui travaillent que ce soit sur le lieu, dans un lieu ou dans une compagnie, parce que ça modifie le comportement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le secteur, mais comme les autres, bien sûr, a des pratiques qui peuvent être risquées et ainsi de suite culturellement. Mais encore hier, en discutant avec une équipe, des équipes de Montpellier sur la même question, sur la question du document unique, le changement culturel peut arriver très vite quand il y a une prise de conscience. Prenons l'exemple des VHSS. Ça fait pas longtemps qu'on en parle. Les violences sexistes et sexuelles et les harcèlements sexistes et sexuels, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. En l'espace de 5 ans, en moins de 5 ans, on a réussi à transformer l'intégralité de nos cultures à l'intérieur des structures pour lutter contre ça. Donc à un moment donné, il y a eu cette prise de conscience et on a transformé. Sur la question des risques psychosociaux, on était quelques-uns en 2019 encore, avec nos petits bâtons de pèlerin et nos clochettes en disant mais si ça existe dans le milieu de la culture, il y a des questions. Mais la balance ressources-contraintes était telle que c'était un petit peu niais. Mais ouais, 2023, ça y est, les RPS dans le milieu de la culture, on y croit. On y croit. Les questions de sens au travail, on se les pose. Bon, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ça c'est pas mon sujet, mais en tout cas, on a réussi à transformer ça. Donc pour la question des risques, tu parlais Yann des montages. On pourrait parler de la question des risques routiers. Le risque routier, risque majeur, 17% des accidents, 50% des morts. La plupart des DU que je vois, c'est même pas évoqué parce que c'est pas du temps de travail, mais c'est du temps de travail quand on déplace les gens et on a des actions à faire. Ce qui est important, c'est de ne pas imaginer que du jour au lendemain ou en une année, vous allez régler l'intégralité des problématiques et même ne serait-ce que d'évaluer tous les risques. Ce que je conseille, moi, à toutes les structures qui veulent se saisir de cette question de rédaction de documents uniques, c'est de prendre un sujet, et notamment pour embarquer les équipes, parce que, vous l'avez déjà dit, mais je vais le réexpliciter. Tout seul, ça sert à rien de faire un document unique. Si c'est
Là, on est vraiment dans une idée où le document unique sert le management, sert l'organisation de la structure. Et donc, pour embarquer les gens d'une structure, c'est de se saisir d'un ou de deux problématiques que les gens rencontrent. Si c'est sur la question du montage, ben on parle du montage. Si c'est la question aujourd'hui, enfin, de plus en plus, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie question autour des risques psychosociaux, autour des questions de santé, autour des questions d'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Ben, commençons le DU par ces questions-là. C'est pas les plus simples, on est bien d'accord. Mais c'est là où vous allez amener les gens. Et puis, un sujet cette année, un autre sujet l'an prochain, et puis le document unique, ben, il mettra peut-être 4, 5, 6 ans à être à être, je le mets entre guillemets, complet. Mais c'est pas grave. Ce qu'on vous demande, et ce que demande le législateur, c'est d'engager la démarche d'évaluation des risques, d'engager la démarche de lutte contre les accidents. Donc, il faut... Trop souvent, quand on fait ce type d'atelier ou ce type d'accompagnement, j'ai le sentiment que les gens veulent finir quelque chose. Malheureusement, la politique de prévention, la culture de prévention, c'est quelque chose de pérenne dans le temps. Donc, on n'aura jamais fini le document unique et il faut se l'accorder et ne pas vouloir en faire un simple document, un outil. C'est vraiment un processus. Et tout à l'heure, Nathalie parlait de démarche. Je suis 1000 fois d'accord avec elle. Le plus important, c'est la démarche et le mouvement que l'on met avec nos salariés. Merci. Je peux parler 1 heure. Marie. Ok, merci. Nathalie, je te laisse aussi réagir alors aussi sur les questions qu'ont évoquées Christelle et Yann autour spécifiquement peut-être du spectacle vivant et des situations qu'ils rencontrent. Oui, peut-être, oui, pour compléter, cette démarche, peut-être, elle existe déjà finalement aussi dans les structures dans lesquelles, alors, à la compagnie Révolution ou dans d'autres structures. C'est vrai qu'elle, souvent, on fait les choses parce que ça répond à une nécessité et que, mais dans le fait de pouvoir, moi, j'ai envie de revenir, si c'est possible aussi, sur le fait d'inclure l'ensemble des personnes qui interviennent au sein d'un collectif artistique, qu'il soit spectacle vivant ou d'autres formes en fait. Et c'est bien sûr, si on parle d'une démarche et de cette notion de collectif, ce sur quoi cette démarche doit s'appliquer, c'est-à-dire que on prenait tout à l'heure l'exemple du démontage, peut-être c'est aussi toi, Christelle ou Yann, qui allait à la rencontre sur un lieu de travail et une situation de travail pour échanger sur ce qui se déroule à ce moment-là et de consacrer un temps. Alors effectivement, il faut pouvoir donner une valeur et se permettre, oser prendre un temps sur qu'est-ce qui se passe pendant ce démontage. Mais en fait, je crois que cette démarche, elle existe déjà parce qu'on se pose la question de comment on va faire circuler. On se pose la question de comment on fait circuler un fly case d'une loge à un camion et on se demande comment. Et c'est d'ajouter en fait cette prise de conscience de oui, ok, on a trouvé une solution, mais est-ce qu'elle est viable pour les personnes qui la mettent en œuvre aussi. Et c'est déjà être dans cette prise de conscience de est-ce que là il y a ce qui est la difficulté parfois quand on est dans le secteur culturel, c'est qu'on va organiser une circulation des œuvres dans des lieux qu'on ne connaît pas forcément toujours, qui ont des configurations différentes, mais c'est si on s'entraîne finalement à chaque fois à se poser la question de comment on fait et comment on a pris le risque à chaque fois, enfin la difficulté de faire circuler le fly case avec les œuvres à l'intérieur ou les accessoires ou autres. C'est vraiment de s'entraîner à chaque fois à être dans cette démarche-là. Donc c'est aussi créer du collectif à partir de cette réflexion-là, de pouvoir vous déplacer dans la situation de travail, vous qui êtes dans la formalisation, on va dire, de ce document unique, et de se poser la question de quelque chose qui est déjà, à mon sens, déjà une réflexion de travail, mais c'est d'y inclure la question du risque et de vous d'accompagner sur la question de la formalisation.
Et cette notion du collectif, elle est aussi très présente dans la question de la prévention des risques psychosociaux. Enfin, c'est comment on prend soin de cette question du collectif, de cette réflexion, et c'est une habitude en fait. C'est aussi ça qui va entraîner le fait que on puisse vraiment donner du temps en fait à cette élaboration du document unique. Oui, ce que j'entends, c'est aussi profiter de cette contrainte pour en faire une opportunité pour discuter des conditions de travail en collectif. Là, ce que vous évoquez là, ça me fait penser aussi à, alors, tu parlais des exemples de Flycase et tout ça, donc ça nous met un peu dans une projection de spectacle vivant. Et une des spécificités en fait du spectacle, c'est notamment à l'endroit, par exemple, d'un spectacle qui joue dans le cadre d'un festival, on voit que se superposent enfin plein de structures qui travaillent dans un même espace-temps. Et là, du coup, ça pose des questions justement de superposition des situations de travail. On sort un peu du schéma un employeur, un salarié, une situation de travail. Là, du coup, ça complexifie vraiment. Comment Yann ou Nathalie, comment on traite ça, comment on aborde ça, et puis aussi une autre question, c'est celle des intermittents du spectacle qui vont être employés sur quelques heures. Comment s'assurer aussi que qu'il y a une bonne communication en fait des questions de risque et donc de la prévention avec des équipes qui parfois peuvent être employées de manière discontinue. Sur ces spécificités du spectacle vivant. Yann. Comme tu veux, moi je suis quelqu'un de bien, je laisse parler les femmes en premier en général. Mais si tu veux, Nathalie, je parle de la coactivité. Ouais, je parle de la coactivité. Ce que tu évoques, ça porte un nom, hein, je viens de le dire, c'est la question de la coactivité, et tu as bien raison, c'est quand même une des spécificités majeures du secteur. Alors, on trouve des contre-exemples, hein, il y a bien de la prod, des maisons qui font leur propre prod, on n'est pas en situation de coactivité, mais dans l'immense majorité des cas, oui, il y a des lieux et des compagnies. Et comme je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je vais le rappeler, le législateur, quand il pense le droit de la prévention et le droit de la santé au travail, n'a pas pris le secteur culturel comme exemple pour créer la règle du tout. Donc on essaie de s'adapter, et toutes les règles autour de cette question de coactivité viennent du monde industriel. Et par coactivité, il faut entendre derrière sous-traitance. Et donc on a une entreprise qui est utilisatrice, qui est en général le lieu, et une entreprise qui est sous-traitante, qui est la compagnie. Je suis désolé, je le dirai qu'une fois, et c'est pas du tout. Je trouve les mots un peu préjudiciables, mais bon. Et donc on a cette spécificité, et chaque entité n'est responsable que des risques qu'elle fait courir à ses salariés et aux salariés de l'autre entreprise au regard de sa propre activité. C'est ça qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que et qu'on rencontre beaucoup chez les compagnies, parce que le nombre de compagnies qui nous appellent en nous disant très bien, moi je veux bien faire un document unique, mais j'ai pas de lieu, j'ai pas d'espace. Les gens, on les fait travailler, mais sur des prestations, et le lieu, ça va être le théâtre, ça va être la salle municipale, ça va être même l'espace public. Et je maîtrise pas, je peux pas changer la route, je peux pas changer. Mais malgré tout, chaque compagnie, même si elle n'a pas d'espace dédié de lieu pour pouvoir qui lui appartiennent, ou en tout cas elle travaille, et en devoir de gérer les risques, d'évaluer les risques qu'elle peut maîtriser. Tout à l'heure, on parlait des risques psychosociaux, ça, il n'y a pas besoin de lieu. La question du risque routier, il n'y a pas besoin de lieu. Pour la partie du lieu qui accueille le spectacle, lui est en responsabilité de gérer les risques liés à son espace. Et il y a ce qu'on appelle, alors dans le jargon, ce qu'on appelle le plan de prévention. Et le plan de prévention, c'est une discussion, à minima, entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise sous-traitante. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, la compagnie doit discuter avec le lieu
pour évoquer les risques qui peuvent faire courir ou le lieu sur la compagnie ou la compagnie sur le lieu. L'exemple typique qu'on prend et que tout le monde va comprendre, c'est que s'il y a dans une situation de montage, on évite de faire installer les lights ou de faire régler les lights pendant que les artistes sont en train de répéter sur scène. Pour éviter, comme tu le disais Yann, c'était une crotte de pigeon, tant mieux, mais ça aurait pu être le tournevis qui sort de la poche et un tournevis à 6 mètres qui tombe sur la tête, ben ça fait un trou, et un trou dans la tête, ça fait mal. Mais ça peut, c'est pas que la light qui peut tomber, mais voilà, la superposition d'opérateurs en train de travailler, on essaie d'éviter. Et donc, systématiquement, on devrait avoir cette discussion-là. Puis, seconde règle, à partir du moment où, en cumulé, donc tous les salariés de l'entité travaillent 400 heures dans un lieu, donc dès qu'on a une compagnie avec 25 ou 30 personnes, ça va quand même très vite, hein, parce que 30 personnes, 15 heures, on est à... Enfin, j'aurais dû prendre plus compliqué encore comme multiplication. Je vais prendre 40 fois 10, comme ça, c'est plus simple. 40 personnes qui travaillent 10 heures, on y est déjà aux 400 heures. Et à partir de ces 400 heures, on est obligé de le formaliser dans un document qui s'appelle le plan de prévention et qui va reporter les risques qui sont connus dans le document unique de la salle, dans le document unique de la compagnie, et qui fait un croisement simplement à l'endroit où les risques sont liés à la coactivité. Et uniquement à ça. Est-ce que c'était clair ? Je crois bien. Et c'est-à-dire que la compagnie qui va jouer dans un nouveau lieu devrait prendre connaissance du plan de prévention? C'est pas devrait prendre connaissance, c'est une co-élaboration, le plan de prévention. Et là, on se trompe beaucoup. C'est-à-dire que je vois et j'accompagne, et je sais que dans le public, il y a des directeurs techniques, puisque j'ai regardé un petit peu les noms, c'est qu'on prend un plan de prévention standard qu'on impose aux compagnies. Pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est pas la même chose si vous avez une compagnie qui fait de la danse, si c'est une compagnie qui fait du théâtre, et puis la compagnie qui vient avec ses fumigènes ou qui vient avec ses feux d'artifice. Bah, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est le plan de prévention, c'est pas quelque chose que j'impose à l'autre, c'est une mise en relation des risques que je peux potentiellement faire peser sur les salariés de l'autre entité. Donc logiquement, si on va jusqu'au bout de la démarche intellectuelle du plan de prévention, c'est à systématiquement, quand j'accueille une nouvelle structure, j'adapte. Alors, je peux adapter un plan de prévention général, mais je dois adapter un plan de prévention. Je n'impose pas un plan de prévention à la structure qui vient, puisque par définition, je dois prendre en compte ses propres risques particuliers. Et alors, si je pousse jusqu'au bout la logique, est-ce que c'est du coup une démarche qui devrait s'appliquer pour chaque soirée, chaque spectacle? Non, 400 heures. Gardez en tête le 400 heures ou des risques très particuliers. Donc, si vous jouez avec de l'uranium, bon, moi, c'est obligatoire. Si vous jouez avec des lasers de catégorie 1 ou 2, donc ça veut dire que concrètement, qui vont te trouer les yeux, c'est obligatoire aussi. Si vous utilisez des armes à feu, oui. Mais sorti de ça, non. À moins que vous fassiez de la danse à la, comment ça s'appelle, à l'horizontale, et que vous travaillez, enfin que le spectacle se passe en hauteur, qu'il y ait des risques très particuliers. Les circassiens, notamment, toute la partie trapéziste, j'aurais tendance à dire oui, systématiquement. Pour le reste, non. Mais dès qu'on va dépasser 400 heures, ça devient une obligation légale. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'en discuter. Mais ça prend 5 minutes, et c'est déjà fait dans de nombreux lieux. Enfin, je veux dire, quand il y a les échanges entre un régisseur d'une compagnie et d'une salle autour de la fiche technique qui est envoyée, il y a quand même un échange qui s'y déroule. On parle comment va se passer le déchargement, comment va se passer le montage. En exploit, en général, c'est quand même bien maîtrisé par la compagnie. Comment se passe le démontage, comment se passe le rechargement du matos, c'est déjà débattu. Donc, par contre, pour certains lieux et pour certains festivals, on est encore en manque de formalisation. Un grand festival de théâtre qui a lieu l'été, il y a 3 ans, n'avait qu'un seul plan de prévention, alors qu'ils ont un nombre de prestataires un peu très important, donc on les a accompagnés. Et aujourd'hui, de mémoire, formellement, je crois qu'on est à 15 plans de prévention obligatoires, formalisés parce que les 400 heures. Merci Yann. Nathalie, sur cette question de coactivité, ou alors sur l'autre question aussi concernant du coup des régimes de contrats particuliers, hein, les CDDU, est-ce que tu souhaites
Oui, je rebondirais peut-être juste sur la dernière, le dernier point. Effectivement, ça peut être une discussion entre un régisseur général et puis un directeur technique ou un régisseur d'une salle. Mais si on reprend ce qu'on s'est dit précédemment, c'est intéressant que ça soit aussi une discussion collective, c'est-à-dire quand l'entièreté de l'équipe est présente, qu'il puisse y avoir. On a beaucoup parlé de démarche et de dialogue au sein d'une structure culturelle, enfin d'une organisation, d'un collectif artistique. Et c'est bien que ce dialogue, il se déplace du coup avec au sein d'un nouveau lieu, que ce soit un lieu d'exposition, un lieu de spectacle, et comment, avant de démarrer, on se pose ensemble et se dire quelles sont les caractéristiques de ce lieu, enfin, et quelles sont les caractéristiques de l'œuvre qu'on vient déposer en fait dans ce lieu, et que cette question du dialogue, elle soit pas juste entre justement des personnes qui savent qui parlent le même langage technique, qui vont aller vite sur la résolution, mais que ça puisse aussi concerner tout le monde. Parce que en fait, parfois, c'est l'artistique aussi qui va venir aussi poser des exigences par rapport à la nature même de son objet, et qui peut comporter des risques qui sont propres à l'œuvre, ou enfin moi j'ai des souvenirs quand je travaillais sur le spectacle vivant, ces questions de sortie de secours, donc et on se dit alors comment on peut faire si on a besoin du noir complet pour que pendant un temps donné du spectacle, on puisse faire un noir, et après on retrouve les conditions de sécurité pour l'évacuation du public. Et donc ça peut se faire que en dialogue entre l'équipe technique, l'artistique et aussi, enfin voilà, l'entièreté du collectif. Et donc bon, nous c'est quelque chose là, cette forme finalement de triangulation, on l'a beaucoup au sein du groupement d'employeurs, et on est donc dans des questions de dialogue et de médiation à cet endroit-là en fait. Voilà, et qu'on soit, alors je sais pas qui était exactement qu'on soit en permanence CDDU, enfin voilà, c'est être concerné par l'objectif qui va être celui du collectif de présenter une œuvre à un temps T dans un contexte. C'est bien ça qui est étant l'objet du travail de chacun en fait. Mmh. Et justement là, tu parlais du groupement d'employeurs. Donc peut-être avant de passer aux questions des personnes participantes à ce webinaire, on en a un peu parlé avant aussi. Mais Nathalie, si tu veux bien nous raconter un peu comment ça se passe justement au sein de l'AGEC, vous, la démarche que vous avez mise en place. Alors c'est une situation particulière que celle du groupement d'employeurs, mais quand même de nous raconter un peu voilà ce travail que vous avez entamé au-dessus de ça. Puis ensuite on pourra passer aux questions des personnes. Oui, j'en ai parlé déjà, donc je vais Oui, voilà. juste évoquer, comme je l'ai dit au tout départ, le groupement d'employeurs, il a aussi une vocation d'accompagner sur les questions et les enjeux de la relation humaine au sein chez ses adhérents, et puis d'aider aussi sur le fait d'être dans les clous au niveau légal, au niveau des règles, des normes, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le salarié, il doit bien respecter. Nous, on a aussi ça. Quand il est mis à disposition chez un adhérent, il doit respecter les normes et les règles qui sont prévues chez l'adhérent, voilà. Donc, il se déplace pas nécessairement dans une salle de spectacle, mais on est bien dans une même démarche. Alors, ce que nous, on a essayé de faire dans la mission qu'on se donne, qui est collective et solidaire, c'est de pouvoir mettre en place des groupes de travail. Mais Christelle l'a évoqué au tout début du webinaire, puisqu'elle a participé, et c'est de là, et c'est le bon exemple, qu'est née aussi une réflexion, et qu'elle a pu démultiplier au sein des structures dans lesquelles elle a travaillé. Et je crois que dans certains participants là du webinaire, certains ont pu participer. On a mis en place un groupe de travail. On se dit il y a toutes nos craintes, et qu'est-ce qu'on s'imagine derrière cette question du document unique et d'évaluation des risques professionnels, et comment on pourrait mettre les pieds dans les portes de ces différentes situations de travail pour qu'il y ait une discussion qui s'entame. Et à partir de ce groupe de travail, on a aussi créé des temps de rencontres entre adhérents et salariés, voilà. Et en fait, après, c'est évoquer un peu tout, à la fois ce qu'on a nous ensemble là évoqué depuis le début de ce webinaire, mais aussi
Les trajets aussi pour venir sur un bureau, les questions. Moi, mon salarié vient en vélo. Est-ce que comment je dois prendre en compte ce risque aussi du trajet domicile-bureau, les questions aussi de stress liées au fait que la représentation ou l'exposition, elle doit avoir tel lieu, tel jour. Et ça, c'est aussi la question des rythmes qui sont propres au secteur culturel, qui entraînent aussi des fois des mises en danger et du stress aussi collectif et personnel. Donc après, à chaque fois qu'on peut faire une rencontre avec l'ensemble des salariés, on essaie de, alors par des outils qui sont liés à des outils d'intelligence collective, d'essayer de se donner des moyens, de montrer à voir qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir ensemble et donner des petits outils qui sont simples, de la documentation. Donc Thalie Santé regorge de documentation pour accompagner sur ces questions-là, mais aussi d'autres. On s'est appuyé aussi. Il y a une autre agence qui est l'agence Aura, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a un site dédié à la question de la prévention dans le spectacle, par exemple, où c'est très clair sur les différentes démarches. Je pense que c'est vraiment une ressource intéressante. Et puis aussi sur certaines temps de regroupement qu'on a pu faire nous au sein du groupement d'employeurs, on est passé par aussi une ressource qui est liée à l'ANAC, l'Association nationale d'amélioration des conditions de travail. C'est une agence nationale désormais, et en s'outillant de jeux sur les questions de qualité de vie et conditions de travail, et qu'on a adapté avec leur autorisation pour pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'on fait dans nos structures. Il y a déjà plein de choses qui sont faites. C'est aussi mettre la lumière sur ce qui est fait et comment on continue ensemble. Et puis aussi sur les questions, et je vais en terminer là, sur les questions de charge de travail et de rythme de travail. Ça serait vraiment un sujet qui est assez central en tout cas les adhérents qui nous entourent, que ce soit aussi au sein de notre propre équipe d'appui. Et la question du temps de travail, nous, elle est centrale, donc c'est un peu notre sujet de tous les jours. Et c'est comment on met en place du dialogue aussi à cet endroit-là sur ces questions de charge de travail. C'est pas qu'une question économique, c'est pas qu'une question de moyens. Elle vient complètement percuter cette question-là, mais voilà, comment collectivement on trouve des moyens pour déjà déposer le fait, oui, moi, voilà ce que j'ai à faire dans ce temps et comment une réflexion peut avoir lieu. C'est-à-dire de plus seulement discuter que des projets, voilà, le projet, il va avoir lieu dans tel lieu, on va y faire ça, et de savoir comment on le fabrique, de prendre un temps pour discuter du comment chacun a ses contraintes, ses obligations. Voilà, c'est des choses qu'on expérimente, et c'est comme le document unique, c'est sans fin. Et c'est comment on entraîne cette question-là du dialogue professionnel. En fait. Merci Nathalie. J'en profite pour spécifier à tout le monde que les ressources ou les outils qui sont cités dans ce webinaire, on vous enverra les liens à l'issue du webinaire. Maintenant, je vous propose d'ouvrir la séquence questions, donc à l'ensemble des participants. Donc à partir de maintenant, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir vos micros et ou vos caméras, si vous le souhaitez, vos webcams, proposer vos questions ou poser vos questions dans le chat au choix. Peut-être pour cette première question, j'ai envie de laisser la main quand même à la compagnie Révolution, à Christelle ou Yann. Peut-être si vous si vous à l'issue de ce webinaire, si vous deviez repartir avec une réponse à la question à laquelle vous n'avez pas encore eu réponse, laquelle serait-ce? Ouais, moi je pense qu'effectivement, je pense qu'on veut trop, y compris moi, trop se figer à vouloir élaborer un document, un modèle de document. Et à force d'en discuter, de revenir un peu sur le sujet, y compris avec Nathalie, je ne perds pas de vue la démarche collective, le fait d'échanger, et qu'il y a déjà des choses qui sont faites au sein de la structure qu'il faut simplement formaliser, mais qu'effectivement il faut pas se bloquer sur le fait d'avoir un document, d'établir un document, un modèle de document. Pas mieux que Christelle. Donc, ce qu'on fait est super. Très bien.
Donc à la question que je vois dans le chat, le DERP doit-il prendre une forme spécifique pour sa rédaction? Existe-t-il des modèles types? Finalement, la question c'est non, pas de modèle. Yann? Non, oui, non, c'est ça. C'est que sur la forme, il n'y a aucun. Enfin, on pourrait presque le faire directement sur la pierre, hein, le graver à la pierre. Là, le législateur, il a absolument rien dit. Même dans la méthode d'évaluation. Et là, pour le coup, on s'appuie. Nathalie en a cité quelques-uns, hein, les travaux de l'ANACT, les travaux des ARACT, les travaux aussi de l'INRS, qui travaillent depuis des années sur ces sujets-là. Donc, on s'appuie là-dessus. Enfin, moi, la toute première mission que j'avais fait au CMB à l'époque, en 2017, ça a été de faire, à la demande d'un des partenaires sociaux, c'était justement de faire un applicatif pour l'aide à la rédaction du document unique. Donc c'est un tout petit peu mon petit bébé qui s'appelle Odali. Moi, je vous invite vivement à y aller parce que ça a été fait par vous, pour vous. Donc c'est en ligne, hein, c'est un système d'aide à la rédaction où on a poussé en fonction des métiers que vous renseignez dans les unités de travail un certain nombre et je crois on doit être aux alentours de 600 situations de travail à évaluer et avec en plus derrière un catalogue d'actions de prévention et tout est lié en fait. Il y a un mapping qui est fait entre les métiers, les situations et les actions de prévention. C'est pas exhaustif, même si voilà 600 situations, ça commence à être un petit peu, mais ça déjà ça vous lance, ça vous donne au moins la sensation d'avoir quelque chose d'un peu complet parce que vous avez les familles de risque qui sont dessus et puis vous avez la main pour créer vos propres situations, créer vos propres ouais, Hugues, je vais le mettre là, j'avais préparé le petit mail avec le lien, je vais vous le mettre dans la conversation, ça s'appelle Odali, O-D-A-L-I-E. Puis c'est la deuxième version, donc Odali 2. Et vous pouvez donc, c'est gratuit, vous pouvez y accéder. Vous pouvez archiver comme ça vos documents uniques et les reprendre d'année en année là-dessus. Allez-y, mais c'est pas obligatoire. Encore une fois, je sais que l'INRS est en train de travailler. Et comme ça, je fais jouer toute la concurrence. L'INRS travaille en ce moment même à ce qu'on appelle un OIRA, O-I-R-A, qui est un programme européen pour accompagner les boîtes dans toute l'Union européenne et qui fait alors je vais l'appeler comme ça, c'est du DU Light. C'est pas véritablement une évaluation, mais en tout cas, ça vous pose les questions pour prioriser vos actions. Et il y en a un qui va sortir notamment pour le spectacle enregistré cinéma prod audiovisuel qui devrait sortir là d'ici la fin de l'année. Donc il y a les OIRA et puis après on peut trouver les modèles de Word, d'Excel et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est quand même dommage d'avoir fait un outil que je considère finalement pas si mal que ça, Odali, qui est avec une interface qui est quand même pas désagréable. Je vais pas vous dire qu'elle est sexy parce que faire du document unique sexy, on essaye, mais c'est quand même toujours complexe. Mais allez-y, c'est fait pour vous et puis on a essayé de le faire en cohérence avec notre expertise. Petite question très pratique, Yann, dans le chat de Violaine. Mais cet outil n'est plus accessible depuis que le CMB est devenu Thalys. Si, il est toujours accessible. Je vais vous mettre le bon lien. Très bien. Et peut-être aussi, Sylvain, juste techniquement, donc comme tu le disais maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions par micro. Ceci dit, vos micros ne s'ouvrent pas automatiquement. Il faut que vous recliquiez sur le casque en bas de votre écran et que vous le changiez en micro, parce que je vois que les personnes sont encore toutes avec le casque, donc je pense que voilà. Si jamais vous avez envie de prendre la parole, il faut d'abord faire cette petite manipulation avant. Sur la dimension outillage, donc on a cité Odali, hein, mais et puis sur la dimension aussi du coup rendu physique, matériel, Nathalie ou Yann, est-ce que vous souhaitez compléter sur cette dimension-là, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on peut proposer? J'ai pas compris, Sylvain, sur la dimension matérielle. Ouais, concrètement, à quoi ça ressemble. In fine, en bout de course, une fois que toutes ces démarches-là ont été. Vu qu'on a dit qu'il n'y avait pas de forme, si on commence à formater, on va être un peu pas aligné. Mais après, peut-être ce que je peux ajouter, c'est que nous, dans la démarche, en tout cas, pour témoigner, et c'est ce qui souvent se fait, on part aussi de la question des familles de métiers. Alors tout simplement, dans un collectif artistique ou dans un lieu, il va y avoir les métiers techniques, administratifs, artistiques,
Atlantique et puis d'autres, et on va venir comme ça dans une démarche un peu d'entonnoir là, venir étudier par famille de métier et par famille de risque aussi. Donc là, Yann a parlé de ce qui pouvait exister sur à la fois le site de Tali Santé sur justement les fiches risques par métier. Je crois que c'est bien. Il y a aussi toute cette bibliographie et sur l'INRS aussi. Et en fait, si on a quand même une forme matricielle, enfin un tableau à un moment donné, les métiers, les différents types de risques, et on vient se dire est-ce que ce risque il est important, enfin est-ce qu'il est il est là, mais voilà, il est minoré. Et en face, évidemment, si on a une icône rouge, un smiley rouge en face de ce risque, dans ce qu'on va après se donner comme feuille de route collective pour venir mettre en face une action, elle va devenir, on va aussi prioriser. Et Christelle en avait parlé aussi, venir prioriser les actions en disant là ce risque-là. Puis il y a des choses qui dépendent de nous et puis des choses qui vont un peu moins dépendre de nous. Alors comment on agit sur ces questions-là. Donc voilà sur la forme, je crois, pour essayer d'être simple, c'est cette notion de à la fois des entrées métiers, des entrées risques, le niveau de risque et après qui souvent est la priorité. Sur les RPS, par exemple, ce qu'on va retrouver souvent, c'est la charge de travail. Et comment on se saisit de est-ce que ça passe par le fait qu'on doit renforcer sur des périodes données l'équipe, ou est-ce qu'on doit changer d'outil de travail? Est-ce qu'on doit et donc se dire un an après, quand on reprend la discussion, ou 6 mois après, soit on l'a fait, on n'avait plus pensé même à ce DERP, on l'a fait parce qu'il y a une nécessité de le faire. Et se dire, ou alors on l'a pas fait et c'est passé par d'autres moyens, donc d'outils numériques il y a une production qui s'est pas faite et on reprend la discussion. Enfin voilà, c'est vraiment un outil de discussion pour le coup. Merci. On a une autre question dans le chat. Bonjour, pour des toutes petites compagnies de théâtre qui n'ont pas d'administrateur ni de directeur technique, qui peut être responsable du DU? Le président de l'association ou bien l'artiste qui assure la direction artistique? On va rembobiner, celui qui en est responsable, celui sur qui pèse la responsabilité, c'est le président de l'association. Alors on pourrait un jour refaire un webinaire sur les formes juridiques dans le secteur du spectacle et ce que ça engage, mais celui qui en est responsable aujourd'hui et qui risque d'aller en tôle s'il y a un problème, c'est le président. Donc c'est lui qui devrait s'en soucier de cette question-là. Après, moi j'aime bien l'idée que les directeurs artistiques ou les directions artistiques s'en occupent un peu, parce que c'est vraiment la dernière population du secteur où on a vraiment du mal à amener autant les techniciens, la partie technique, ça fait très longtemps. La partie administration, ils y viennent de plus en plus, ça fait plusieurs années qu'ils sont. La partie artistique, c'est complexe. Maintenant, le rédacteur, ça peut être n'importe qui, il n'y a pas de... À moins que, vous n'avez pas de préventeur, c'est dédié là-dedans dans une compagnie, mais c'est à la personne qui s'en charge. Mais dans tous les cas, et ça c'est important de le rappeler parce que très souvent, parce qu'on voit des intermittents, des administratrices, généralement, j'étais avec elle hier, qui rédigent des documents uniques, c'est pas parce qu'on le rédige qu'on en devient responsable. Et dans les associations, c'est systématiquement le conseil d'administration et le président et prendre une présidence d'association, c'est assumer cette responsabilité de l'employeur. Donc, pour répondre précisément à la question, c'est ça, le président, rédacteur, école. Je vais être caricatural, Yann, quand tu dis que les équipes artistiques devraient se mêler un peu de ces questions-là, un peu plus peut-être. Oui, mais du coup, est-ce que c'est prendre en compte ces questions-là, c'est pas empêchant pour la liberté de création? Ouais, là, tu nous amènes sur un débat philosophique. C'est est-ce qu'un cadre empêche la liberté de créer? Moi, je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non. C'est justement, moi, je vois la création comme le dépassement de la contrainte, quelle qu'elle soit, que ce soit dans l'espace, dans le verbe, dans l'action.
Enfin, ça, c'est ma vision très personnelle pour le coup. Donc, non, je pense que ça c'est lié à l'emploi. Mais on parle des artistes, mais tu l'as dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs d'activité, où les gens sont absolument pas, ne se sentent absolument pas concernés par ça. Et moi, je travaille beaucoup avec les danseurs en ce moment. Si les danseurs, à partir de 40 ans, ils commencent à s'en préoccuper, quand les corps commencent à être détruits par l'activité, et que va se poser la question, puis ils se disent, bah tiens, j'aurais peut-être dû faire attention un peu plus, mais sur les questions de santé, tu vois, sur l'approche santé. Mais pour le reste, non, on a un vrai problème avec et les directions artistiques qui ont du mal. Alors, je veux pas faire de généralité, j'ai des exemples et malheureusement, j'ai très peu de contre-exemples. Mais les directions artistiques qui vont, pour le projet artistique, s'asseoir sur de nombreuses règles de droit, voire des règles mises en place par la structure pour prévenir un certain nombre de risques professionnels. Tout à l'heure, Nathalie parlait de la charge de travail. Le nombre d'administrateurs et administratrices qui mettent en place des règles pour caler un nombre d'heures et ainsi de suite. Et puis, si le directeur artistique a décidé que on allait finir à minuit ce soir pour finaliser la répétition, on va finir à minuit, quoi. Donc, il y a cette question. Mais, tu vois, on dépasse presque le cadre de la question du document unique et on vient toucher du doigt la question des organisations et de la systémie de l'organisation du travail. Nathalie, c'est dans ce sens-là que tu souhaitais réagir? Oui, comme phrase, puisqu'on était, tu lançais une phrase de ce type-là, ça engendre aussi. Enfin, est-ce que la création doit se faire au prix de la santé des artistes et des personnes qui les accompagnent? Voilà, bah ça, effectivement, quand tout va bien et qu'on est jeune ou moins jeune, enfin bon, ça, on se pose pas cette question-là. Ça a été beaucoup évoqué dans la dernière journée qui avait été organisée à Boulazac, parce que le cirque ou la danse se mettent beaucoup en danger avec leur corps, et le corps est leur outil de travail. Mais comme pour aussi des comédiens, ou des artistes plasticiens qui vont engager leur corps dans le travail. Alors ça, c'est une question effectivement très intime aussi pour certains artistes, très personnelle. Moi, je ne peux pas y répondre, mais en tout cas, si elle entraîne un collectif, elle peut quand même s'interroger. Est-ce que c'est à ce prix-là, ou alors si effectivement on est obligé de finir si la répétition est obligée d'être terminée à minuit, ou si on est suspendu à 10 mètres, qu'est-ce qu'on met en place pour que le lendemain, on ne recommence pas à 8 heures? Voilà, est-ce que du coup, ok, on finit à minuit, est-ce qu'il y a cette nécessité-là? Comment le lendemain et d'essayer, en tout cas, même si on n'y arrive pas à la première fois, mais en tout cas de se poser la question. Et pareil, si on est suspendu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, et au cours d'une vie professionnelle, quand on vit des accidents qui soient dramatiques ou pas, mais ils ont des conséquences individuelles en fait. Faut pas oublier ça, c'est que et pour une vie entière, on se pose des questions différemment. Mais est-ce qu'il faut arriver jusque là pour être dans ce questionnement? Bon, ça après, on le renvoie à chaque individu engagé dans cette démarche artistique aussi. Et voilà. Merci. Je retourne du côté des participants, voir s'il y a de nouvelles Oui, questions. il y a une main levée. Violaine Noël, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Et peut-être si vous voulez bien vous présenter en introduction de votre question. Alors, je m'appelle Violaine Noël, je suis administratrice de production pour deux collectifs de théâtre. Et par ailleurs, je suis membre du LAPAS, l'association des professionnels de l'administration du spectacle et étendue. Et la question, évidemment, des conditions de travail est au cœur de nos réflexions à LAPAS, puisque tout ce qui est risques psychosociaux, les administrateurs, les chargés de production, les chargés de diffusion, on est souvent en première ligne. Voilà. Et notamment sur la question de la charge de travail, la question de la limite aussi, de qui fait quoi et de qui ne fait pas quoi. Et moi, la réflexion que ça m'amène tout ça, c'est que à la fois c'est très intéressant parce que du coup l'idée de réfléchir collectivement avec tout le monde, c'est super, et en même temps je ne peux m'empêcher de penser à la charge de travail supplémentaire qui va peser de toute façon quasi sûre sur tous les administrateurs, parce que, soyons lucides,
Yann Hiller l'a évoqué, la question juridique, le président de l'association, etc., ou la présidente, est-il actif, est-il totalement inactif et complètement fantoche, va-t-il se saisir du sujet, va-t-il prendre la mesure de sa responsabilité, pas forcément. Et donc, c'est une obligation légale et dans les petites structures, compagnies, etc., qui prend en charge toutes ces obligations légales pour s'assurer que c'est à peu près dans les clous, c'est les administrateurs. Et en fait, il faut le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, il faut le faire. Et puis, il faut réussir à engager la discussion grâce à cette démarche. Mais en fait, je vois en face la charge de travail supplémentaire que ça représente, sachant qu'une partie d'entre nous, on est des intermittents. C'est-à-dire qu'on n'est même pas des permanents, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à temps plein. C'est-à-dire que prendre le temps de faire 3 heures de réunion, c'est peut-être 3 heures de réunion où on n'est pas payé par la structure pour laquelle on est en train de faire ça. Voilà. Alors, je n'ai pas de solution, c'est la réflexion que ça m'entraîne. Et puis, je ne suis pas sûre que vous puissiez m'en donner une, en fait, mais, parce qu'il n'y a pas de miracle, il y a des comportements et des systèmes à changer, mais voilà. Mais c'est la réflexion que ça me fait, c'est tout d'un coup, je pense à toutes ces petites structures comme celles dans lesquelles je travaille, où la personne en charge du respect un peu des cadres légaux, c'est l'administrateur. Et ben, cet administrateur, il est déjà surchargé de boulot. Il est déjà en train de dire que c'est pas son taf de passer le balai, c'est pas son taf de faire les lits quand on est en résidence, parce que à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, alors oui, moi je pense que ça peut relever non pas de sa responsabilité, mais de son champ d'action de mettre en œuvre le document unique avec l'aide de toute l'équipe et du bureau de l'association si ce bureau est volontaire et impliqué. Mais voilà, mais je sais pas. Enfin, la réflexion que je me fais, c'est il y a toutes ces nouvelles choses qui arrivent. On a une quantité de choses à mettre en œuvre qui sont à la fois indispensables et en même temps, moi je les vois des fois comme tellement de charges en plus dans des structures qui n'ont pas de moyens, voilà. Donc ça m'interroge. Et je voulais dire qu'on travaille aussi sur un outil à la passe, sur un jeu, un peu comme l'ANACT, etc., pour que les gens puissent, quand ils rencontrent des difficultés ou des situations problématiques, on va dire, dans leur travail, c'est plutôt orienté pour les métiers administration, hein, mais on est en train d'élaborer un jeu sur de d'aide à la réflexion en fait sur les situations pour essayer de comprendre si c'est des situations normales, pas normales, qu'est-ce qu'on peut faire, comment déporter le regard, enfin, voilà. En cours d'élaboration. Violaine a apporté la solution à la vrai. fin de son intervention. Ouais, je sais, c'est un peu... C'est ça, c'est aussi pour se poser ce genre de questions, effectivement. Qui doit faire le document unique? Dois-je le faire seul? Voilà, voilà. Mais on est en train de travailler là-dessus dans le cadre de des groupes sur les conditions de travail. Enfin voilà, mais c'est la réflexion que je me faisais. Je ne sais pas si d'autres la partagent parmi les gens qui ont assisté face à cette montagne qui s'annonce. Voilà. Merci Violaine. Sur cette question de la charge, du coup, je ne sais pas si Nathalie ou Yann réagir. Oui, pardon. Ouais, alors juste quelque chose pour répondre à Violaine, c'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois, hein. Ça fait 30 ans que c'est obligatoire. Oui, je sais, c'est pas nouveau. Non, je sais. Non, mais je te taquine. C'est nouveau dans les structures qui ne l'ont jamais fait. Mais encore une fois, enfin, c'est moi, je suis toujours. Alors, je suis pas issu du tout du monde de la culture. Ça ne fait que 7 ans que j'interviens dedans. Et alors, je sais pas s'il y a des syndicalistes dans la salle, mais enfin, ce que vous décrivez quand même, à un moment donné. Ce que tu décris, c'est du travail dissimulé. Enfin, faire du travail sans être payé, ça porte un nom en droit, quoi. Alors certes, et je vous rappelle aussi que le monde de l'intermittence vient de la lutte. Enfin, vous avez à un moment donné lutté collectivement pour acquérir un certain nombre de dispositifs sociaux qui vous permettent de déroger au droit commun. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la reprendre. La lutte. Après, j'ai aucun conseil à vous donner là-dessus, mais c'est comme ça, c'est des rapports de force. Aujourd'hui, ça m'est compliqué d'entendre, et c'est pas du tout la seule. T'as raison, hein, Violaine, de dire ça. C'est que, en fait, il y a 30%, voire 40% chez certains admins qui font du travail non rémunéré ou rémunéré par le chômage. C'est quand même, ça doit poser question. C'est une vraie question éthique. C'est qu'on est quand même le seul secteur
où ça passe crème en disant ça. Enfin, personne n'est choqué en disant, bah tiens, on travaille et puis on n'est pas payé pour. C'est choquant. Et ça doit choquer de ce fonctionnement-là. La deuxième chose, de dire, on a des structures. Alors, pour porter les artistes, j'ai encore une fois, rien contre les artistes, bien sûr qu'il faut les porter, les accompagner. Mais de créer des coquilles qui ne respectent pas le droit fondamental, ça doit aussi poser question. Et donc la structuration juridique derrière et l'engagement de bénévoles dans un conseil d'administration pour faire plaisir au directeur artistique et qui après, c'est un administrateur intermittent qui gère toute la partie responsabilité de l'employeur, ça doit poser question, ça doit choquer. Et après, bien sûr, j'ai pas de réponse, bien sûr, j'ai pas de, enfin, mais collectivement, il y a des vraies réflexions à mener. C'est de mon point de vue inentendable de tolérer qu'on travaille 40% de son temps sans être rémunéré. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez choquant là-dedans, quoi. Et j'essaye de rester poli, calme, et je représente une institution, donc je reste vraiment très encore sur la réserve. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est un problème. Ah ouais. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est des gens qui s'appliquent à eux-mêmes ce type de règles. C'est des gens qui travaillent en permanence et qui ont perdu de vue, je pense parfois, cette réalité-là. Voilà. Ce qui est intéressant dans votre échange aussi là, c'est que on se rend compte aussi que les questions de risque professionnel et de prévention s'inscrivent aussi dans un dialogue justement entre représentants de salariés, représentants de l'employeur, et que ces obligations-là sont issues de ce dialogue-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, me semble-t-il. Et d'ailleurs, alors je rebondis, si justement un salarié se rend compte dans son lieu, par exemple, ou voilà, que son employeur ne remet pas à jour son document unique, ou est un peu dilettante sur ces questions-là, ou se rend compte que voilà, il y a un risque majeur qui est repéré, mais que pour l'instant c'est pas traité. Quels sont les moyens du salarié en fait pour voilà, essayer d'être un peu mieux dans les clous. C'est pour moi aussi, j'y vais. Je vais finir par faire mon syndicaliste final là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a des éléments de droit. Alors ça dépend. Si on va mettre deux niveaux. Pour les TPE, alors c'est complexe quand il n'y a pas de représentant des salariés, quand il n'y a pas d'instance. Quand il y a des instances, c'est plus simple. On fait remonter aux instances, on saisit les représentants du personnel. Mais tout salarié a le droit de faire Merci. Ouais, un droit d'alerte. Un droit d'alerte auprès de l'employeur, voire de s'extraire du travail, de faire un droit de retrait. Mais alors de mémoire, et puis alors pour en avoir déjà discuté avec des vieux directeurs techniques, j'ai pas d'exemple de droit de retrait dans le secteur. J'ai jamais vu. Et alors par exemple, alors que des fois ça pourrait être le cas des publics un peu compliqués qui agressent des vigies ou qui agressent en billetterie, c'est des exemples qu'on connaît. Et on pourrait tout à fait faire imaginer un droit de retrait là-dessus. C'est ce qui se passe avec les chauffeurs de bus quand ils se font agresser à juste titre. Donc il y a le droit de retrait, il y a le droit d'alerte, et puis après il y a la sollicitation des inspections du travail. Le problème, et ça c'est la structuration de l'emploi qui est intermittent en intermittence, c'est que quand vous sollicitez, parce que logiquement on pourrait solliciter aussi la médecine du travail, mais le temps que la médecine du travail soit sollicitée, qu'il y ait une place qui se libère dans l'agenda du médecin ou du préventeur, bah vous êtes déjà plus en emploi, quoi. Enfin, vous êtes plus dans la structure dans laquelle ça a été repéré. Donc ouais, droit d'alerte, droit de retrait, puis après inspection du travail en sollicitant les choses. Mais j'ai pas d'exemple. Et pourtant des situations de travail particulièrement complexes, j'en ai vu plus d'une fois, quoi. Qui, de mon point de vue, méritaient des droits de retrait. Ouais. Mais peut-être je me permets, Violaine l'a dit dans son intervention, c'est que ce sont des comportements aussi et des systèmes à changer. Je repense ce qu'elle a dit, et donc elle évoquait le fait que l'APA s'engage dans un jeu, et moi j'ai évoqué d'autres outils qu'on met en place parce qu'il s'agit bien
de faire un pas de côté en fait sur des pratiques. On a parlé par exemple, c'est Yann qui donnait cet exemple des journées à rallonge. Donc là aussi, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qui est autorisé? Mais il y a des choses qui sont propres même si on est dans les clous de la convention collective. C'est aussi de se dire, en fait, est-ce qu'on a réfléchi que finalement, si on doit payer réellement en heure de nuit les personnes qui dépassent voilà le temps, est-ce que finalement payer une chambre d'hôtel pour que tout le monde dorme le soir et que le démontage se fasse le lendemain alors qu'il n'y a personne finalement sur le plateau parce que le lieu aussi va devoir adapter son planning. Enfin, et ça finalement c'est un changement de comportement, de culture, de façon de faire. Alors il y a parfois dans certaines tournées ça s'enchaîne de jour à jour, mais des fois il y a c'est pas exactement comme ça. Enfin, ça vaut le coup dans tous les cas de se poser la question, mais ça veut dire effectivement des changements de comportement et de se donner le temps. Mais Violaine en a parlé aussi. Effectivement, c'est un temps qu'on se donne avant de réflexion sur ces questions-là. Après, ça prend aussi beaucoup de temps quand il y a un problème. Et les administrateurs, c'est souvent eux qui sont en première ligne quand il y a un accident, même s'il n'est pas forcément grave, c'est eux qui vont passer du temps à trouver un ostéopathe en urgence, voilà, ou d'emmener quelqu'un. Enfin, ça aussi, ça prend du temps. Mais bon, voilà, c'est aussi des changements de comportement pour tout le monde. Enfin, que chacun s'autorise à ça, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participantes, participants? Et sinon, on va s'acheminer vers la conclusion de ce webinaire avec encore peut-être quelques ressources à vous donner. J'attends juste un peu voir si quelqu'un écrit ou lève la main. Bon, j'ai pas l'impression. Peut-être en ce qui concerne les ressources, et avant de te passer la parole, Nathalie, sur peut-être des formations qui pourraient toucher à ce sujet que vous proposez à Confère, dire aussi que là, les questions qui ont été posées sur la fin, qui touchent en fait, comme tu le disais Yann, à la structuration aussi juridique, mais à la structuration de manière générale des organisations. À l'agence, on a tout un tas de dispositifs d'accompagnement à la structuration pour les structures culturelles, donc toute culture et sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, quelle que soit la taille des structures, avec voilà des accompagnements qui peuvent durer de 3 à 6 mois, des ateliers collectifs, etc., pour parler justement de voilà, des questions de structuration, d'organisation aussi du travail, de structuration juridique, l'associatif, etc. Donc, on a une adresse générique qui s'appelle J'ai une question. N'hésitez pas si vous avez besoin de ce type d'accompagnement. Voilà, je voulais juste dire ça. Et puis, Nathalie, peut-être sur Confère. Oui, aux côtés du groupement d'employeurs, on a la chance d'avoir une coopérative de formation et de conseil. Sylvain l'a présenté au tout démarrage en me présentant, qui s'appelle Confère, qui est une coopérative dont là est coopérateur fondateur, voilà, aux côtés d'une autre agence aussi départementale qui est l'IDAC, et puis des acteurs culturels de la région. Et c'est vrai que dès le démarrage, étant donné que c'était adossé au groupement d'employeurs, on s'est emparé de la question des richesses humaines et à l'intérieur de ça, de ces questions de prévention, de dialogue professionnel. Donc je voulais juste pour finir en fait ce webinaire aussi vous faire part d'une formation qu'on a mis en place. Il y a d'autres offres de formation un petit peu partout en France, mais en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place une formation sur la question de la prévention des risques psychosociaux. Voilà, et avec une formatrice qui s'appelle Cécile Guillemet, qui est qui a une pratique, une expertise dans le secteur culturel, mais aussi sur ces questions de santé et de santé au travail. Voilà, donc elle développe une formation parmi d'autres formations aussi sur les questions de RH dans les petites structures culturelles. Comment on s'empare aussi, l'outillage il est le même, le code du travail il est le même pour tous, mais comment on s'empare de ces questions d'obligations, de normes, de réglementation, et comment on les met en œuvre avec les moyens
et le temps qui est consacré à ces questions-là, mais comment déjà on identifie, on prend conscience des limites, des périmètres qui se mettent en place au sein des structures du secteur culturel. Voilà. Alors je vais vous mettre dans le chat le lien vers cette formation. C'est un exemple parmi d'autres offres d'accompagnement, de formation qui peuvent exister. Merci. Puis de toute façon, comme disait Sylvain tout à l'heure, on vous renverra aussi tous ces liens par la suite par mail. Et ça me fait penser de vous rappeler aussi que, comme on le disait au départ, ce webinaire, il s'inscrit dans un chantier plus large pour l'agence avec des rencontres professionnelles. On a évoqué celle de Biarritz et de Boulazac. Il y en aura une autre en 2024 sur la journée, sur la question, voilà, de la santé et des risques professionnels, pour évoquer plus largement, au-delà, évidemment, du DURP, mais c'est déjà ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, la question des conditions de travail. Peut-être pour conclure, Sylvain, on se redit les quelques points peut-être qu'on a retenus de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Effectivement, volontiers. Oui, ce qu'il faut retenir, alors sur le b.a.-ba de ce qu'il y a à retenir, c'est qu'effectivement le DUERP, donc le document unique, est une obligation légale, que ça revient à la responsabilité de l'employeur de mettre en place ce DUERP, et qu'effectivement, en cas s'il y a un accident de travail, par exemple, il y a un risque quand même de vérifier si le DUERP est mis en place ou pas. Donc voilà, attention de ce côté-là. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que au-delà de la contrainte administrative qui peut pas être facile à appréhender pour les compagnies, comme on a entendu de votre part du côté de la compagnie Révolution, notamment dans le spectacle vivant, avec un secteur très spécifique sur les contrats courts, etc. Néanmoins, on reste en situation de travail et ce que tu disais, Nathalie, c'est de s'appuyer aussi sur ce qui se fait déjà, des réflexions qui en fait sont déjà en cours dans le quotidien. Sur certaines situations et en fait de l'importance d'ouvrir un dialogue et de rendre cette démarche la plus collective possible. Et justement, à propos de collectif, donc il est intéressant, enfin nos intervenants l'ont bien expliqué, que ça peut être une opportunité justement pour de discuter en collectif des situations de travail, de rendre la question des conditions de travail réfléchie au sein de votre structure. Pour vous détacher de l'outil et finalement interroger aussi la question du sens des différentes situations de travail, des différentes activités et garder en tête également que c'est bien et ça c'est intéressant que ce soit rappelé que le DERP c'est un processus en fait, donc l'intérêt c'est de rentrer dans ce processus, de au moins commencer et déjà c'est un premier pas. Pas On a mal. fait le tour, ouais. À moins que nos intervenants souhaiteraient, ce qu'il y a rappeler un dernier élément qui n'a pas été rappelé. Non, vous avez un petit 18 sur 20, c'est bien, bravo. Je vous félicite. Parfait. Merci, monsieur le professeur. Eh bien, merci à toutes et tous. Donc, Marie-Lise vous l'a dit, on vous en renverra toutes ces ressources et également le webinaire. Donc, le replay du webinaire sera disponible sur la chaîne vidéo de l'agence. Et vous rappelez également que, et ça vaut pour tous les acteurs culturels de Nouvelle-Aquitaine, porteurs de projets, que vous représentiez une structure ou simplement votre projet en tant que porteur de projet, en tant qu'artiste, la possibilité donc de trouver des réponses à vos questions, ou en tout cas des personnes qui peuvent vous orienter, donc en la personne de l'ensemble du pôle d'accompagnement de l'agence. Et il vous suffit d'envoyer un petit mail à j'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr. Vous la voyez sur la dernière. Si vous avez coupé la présentation, vous pouvez la rétablir. Vous avez l'adresse mail sur la slide si vous voulez l'écrire. Marie-Lise, on est OK pour aujourd'hui. Ouais, merci alors à toutes nos intervenantes, tous nos intervenants. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et puis bonne journée. Bonne journée, au revoir. Très bonne journée.